Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Malgré l'absurdité chronologique de telles allégations. En gros, Napoléon serait, vous avez bien entendu, la copie d'Hitler. Alors on va rentrer un peu dans la comparaison pour vous donner encore des billes pour réfuter ce genre d'affirmation idiote. Florilège comme ça, qu'on peut entendre, les deux hommes sont sortis de rien. Le régime impérial est le père du totalitarisme et sa police, l'ancêtre de la Gestapo. Ses conquêtes préfigurent celles du Troisième Reich. Napoléon a intégré les Juifs français, mais lui aussi, il a son génocide, donc celui des Noirs, on vient de le voir. Et puis alors, il a envahi la Russie, et il a connu le même sort que le petit caporal autrichien, etc. etc. Donc si on pouvait prouver que les deux hommes avaient la même pointure de souliers, de chaussures, on irait, ou la même taille, ou quoi que ce soit, où ils mangeaient les mêmes choses, là, le tour serait joué. Et en fait, rien du tout ne relie les deux hommes, ni l'époque évidemment, ni les circonstances de leur arrivée au pouvoir, ni même les doctrines, bien entendu, ni les causes profondes de la guerre. Bref, rien à voir, mais rien du tout. Hitler avait bien compris, il refusait toute comparaison déjà à l'époque avec Napoléon. Frédéric le Grand, c'est Frédéric le Grand, pardon, le modèle d'Adolf Hitler, c'est pas du tout Napoléon. Il rejette toute référence aux idées décadentes de la Révolution et de l'Empire. Il voit dans la nation française le principal ennemi de la nation allemande. Relisez le Mein Kampf et vous verrez ce qu'il dit des Français, ce qu'il dit même sur Napoléon, etc. et sur la Révolution. C'est épouvantable. La comparaison des bios, de la psycho des deux hommes n'est pas non plus comparable. C'est pas possible de comparer ces deux-là. Ça n'a strictement rien à voir. Napoléon n'a pas détruit ni la France, même si on a perdu à la fin. Il n'a pas non plus détruit l'Europe, ce serait peut-être même plutôt le contraire. Son héritage a été récupéré, a été même parfois loué, développé, y compris dans les pays qui ont été ses ennemis, y compris en Angleterre d'ailleurs. On peut sous-peser son action, on peut débattre effectivement de tout, de motivation, on peut contester même, il n'y a aucun problème, sa légende. Mais les Européens aujourd'hui ne rejettent pas avec le même dégoût que ce qu'on fait avec Adolf Hitler. Et si on donnait la parole, à Staline, puisque tout à l'heure j'ai donné la parole à un peu tout le monde, allez, on va aller à Staline. Hitler ne ressemble pas plus à Napoléon qu'un petit chat ressemble à un lion, car Napoléon combattit les forces de réaction en s'appuyant sur les forces de progrès, tandis que Hitler, bien au contraire, s'appuie sur les forces de réaction pour combattre les forces de progrès. C'est bien dit d'ailleurs. Le côté dirigeant tyrannique, il a mis en place un régime autoritaire, on l'a vu, il l'a tenu d'une main de fer, c'est vrai, mais il y avait quand même un gouvernement, il y avait des conseillers, il y avait des chambres qui votaient parfois contre l'avis de Napoléon, et il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait, par pas mal de moments d'ailleurs, et surtout, ce n'est pas, on l'a vu, je vous en ai déjà parlé, ce n'est pas un régime répressif. Il y avait des opposants, c'est vrai, comme Madame de Staël, vous avez Chateaubriand évidemment. Alors ils n'étaient pas emprisonnés, ils étaient simplement interdits de séjour à Paris. Voilà, quand même. Et nos voisins, en particulier l'Espagne, ont contribué, alors c'est l'Angleterre et puis surtout l'Espagne, ont contribué à forger cette image de tyran, évidemment. Il faut dire aussi qu'en Espagne, l'opposition a été quand même là plus sauvagement réprimée, mais là on parle vraiment de guerre civile. La fameuse main dans le gilet maintenant. Alors on vous dira c'était à cause de sa maladie ou quoi que ce soit. En réalité, si vous regardez tous les tableaux existants, toutes les images qui peuvent exister de cette époque-là, évidemment il n'y a pas de photographie, mais tous les tableaux qui sont faits à cette époque-là de tous les hommes d'ailleurs, il faut savoir que il n'y a pas de poche dans les vêtements de cette époque-là. Et on ne sait pas quoi faire de ses bras. Et évidemment, il n'est pas question de croiser les bras de devant parce que sinon, ça donne un côté très orgueilleux, un côté un peu trop fort. Donc, il y a deux manières. Soit on met les mains dans le dos, et là, il y a un petit côté enfant, un petit côté un peu idiot, un peu juste.
si vous voulez, ça fait pas très homme d'État. Donc l'autre moyen, c'était de mettre justement, de mettre sa main comme ça dans son gilet, une main dans son gilet et une main derrière le dos. C'était, on va dire, la tendance de l'époque. Vous avez pas mal de témoignages comme ça de l'époque qui adoptent l'une ou l'autre, donc soit les mains dans le dos, soit une main devant, une main derrière, si je puis dire. Il a ruiné la France aussi. Alors ça, qu'est-ce qu'on a pu lire avec ça? Le bilan comptable du consulat et de l'Empire est évidemment contrasté. Consulat et Empire, on peut faire deux bilans différents. Le régime connaît peu de crises de trésorerie. La gestion des finances est acrobatique. C'est vrai, les niveaux de dette et de déficit n'ont absolument rien de commun avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Au final, l'Empire affiche quand même un déficit assez élevé, en particulier à cause des dépenses militaires, évidemment, qui ont été effectuées au moment des 2 dernières années du régime. La fin est plus dure, évidemment. Le Trésor n'assure plus son service parce que, comme je vous ai expliqué, il y a eu des périodes à partir de 1813, des périodes extrêmement difficiles, très compliquées. Les dépenses non payées en 1814, on est à 500 millions de francs. Plus de la moitié correspondent à l'effort de guerre. Les dettes s'élèvent à 700 millions de francs. Mais c'est un niveau comparable, en fait, à celui dont Napoléon a hérité au moment où il est arrivé, en fait. Donc, il a rétabli les finances de la France d'une façon incroyablement rapide, c'est vrai, mais petit à petit, avec les guerres, avec le besoin absolu de plus en plus, ça s'est fait sentir. Après Waterloo, le bilan se dégrade de façon évidemment spectaculaire. L'arriéré se chiffre à près de 700 millions de francs. Le traité de Paris, signé avec les vainqueurs, il y a 700 millions d'indemnités de guerre. Les 3 ans qui vont suivre, c'est 300 millions de frais d'entretien de forces d'occupation qui vont rester sur le sol. De l'Europe entière vont affluer des demandes d'indemnité, évidemment, de tous les pays et de tous les particuliers qui ont été lésés par les guerres qui sont antérieures à 1814. Et vous avez comme ça des traites qui sont ouvertes. Vous avez une somme de 240 millions qui est retenue après négociation et signature d'une convention en 1818. 2 milliards sont atteints. C'est Pierre Brandat qui a écrit ça sur les 100 jours les plus chers de l'histoire de France. Aujourd'hui, on pourrait dire que peut-être il y a eu 100 jours plus chers. Mais enfin bon, c'est autre chose. Il faut savoir quand même que la France est un pays riche. On avait eu la même chose avec François Ier et c'est très étonnant de voir que la France a souvent pu payer des sommes extrêmement importante pour aller délivrer son roi. Ça a été Jean II le Bon également, avant François Ier. Donc on a eu toujours l'argent pour payer, pour résorber progressivement un déficit, etc. Ça s'est fait, ça s'est toujours fait. Si on laisse parler le général de Gaulle, qui, contrairement à ce qu'on croit, admirait Napoléon, notamment pour avoir laissé l'armée justement à l'écart du pouvoir politique, je vais terminer ça avec sa phrase. Il a laissé la France plus petite qu'il ne l'avait laissée, soit. Mais une nation ne se définit pas ainsi. Pour la France, il devait exister. C'est comme Versailles, il fallait le faire. Ne marchandons pas la grandeur. Mais voyez comme les défaites ont, eux, atteint la gloire de Napoléon. Voyez la force de son nom, pas seulement pour les Français, il remue les âmes. Vous connaissez son tombeau? Où avons-nous vu la foule sentir davantage le frisson de la grandeur? Allez, last but not least, comme diraient les Anglais, sa petite taille. Ah oui, Napoléon, le petit caporal, le nain, caricaturé par les Anglais, si petit que le roi le regarde avec une longue vue, comme je vous ai dit au début. Tous ces tableaux, tous ces dessins qui montrent cet homme petit, toutes ces caricatures. Dès que dans un film on voit Napoléon, forcément il faut qu'il soit plus petit que les autres. Alors oui, aujourd'hui, en 2024, Napoléon serait petit. Il faisait 1,69 m. Sauf qu'à l'époque, la taille moyenne en France est de 1,60 m. Ces soldats, on l'a entendu d'ailleurs au moment de l'interview de Frédéric Bey, mesuraient entre 1,65 m et 1,69 m en moyenne. Alors c'est vrai qu'il est souvent représenté aux côtés de sa garde impériale. Et sa garde impériale, elle fait 1,76 m de moyenne. Et si vous, en plus vous rajoutez le bonnet qui fait 30 cm de haut, là c'est certain, tout le monde paraît petit. Donc vous l'avez compris, Napoléon n'était pas petit du tout, pas plus petit que les autres, il était même plutôt plus grand que la moyenne. Donc dernière idée toute faite, pas des moindres, parce que c'est celle que justement on voit le mieux, le plus et le plus souvent. Bref, il faut toujours vérifier les
les informations par soi-même si possible. Demandez-nous si besoin. Attention aux idéologues, attention aux journaleux qui lisent des fiches préparées par des incultes, sans vouloir parler comme un vieux con, si je puis dire. Je me rends compte du fossé culturel quand même qui s'est creusé en une seule génération. Les bras m'en sont tombés récemment, je voudrais finir par ça, qui n'a rien à voir avec Napoléon, mais pour vous dire qu'il y a quand même un fossé culturel important. Les bras m'en sont tombés en lisant un site qui a quand même pignon sur rue en Europe, un site web dans lequel un article relatait la première victoire de l'Olympique lyonnais, et je parle de football, donc cette saison. L'article commence par cette phrase, et je vous jure, je ne l'invente pas, et l'OL sorta la tête de l'eau. Je vous souhaite une très bonne année 2024. Salut.